Été 1492. 3 vaisseaux espagnols sillonnent les mers à la recherche de la route des Indes par l'ouest. Mais lorsque 3 mois plus tard, ils jettent enfin l'ancre, ils sont dans les Caraïbes. L'Europe vient de découvrir un nouveau monde. Nous croyons connaître la suite. La conquête d'un continent entier, avec des armes que les peuples autochtones ne connaissent pas. Mais il existe une autre histoire qui n'a encore jamais été racontée. Qu'est-ce que les conquérants ont apporté au Nouveau Monde? Et qu'ont-ils rapporté en Europe? Voici l'histoire d'un transfert entre 2 mondes que tout oppose. Tout commence il y a 500 ans avec un homme qui a une idée audacieuse et qui va changer le monde à jamais. Christophe Colomb quitte sa ville natale de Gênes à la poursuite d'un rêve. Faire le tour de la Terre par l'ouest pour accéder aux richesses de l'Orient. Il vit à l'ère des conquérants et des explorateurs. L'histoire de Christophe Colomb se confond dès le début avec celle d'une reine avide, Isabelle de Castille. L'élite européenne s'est enrichie grâce aux négoces avec l'Orient. L'or, la soie, les épices et les pierres précieuses comptent parmi les biens les plus convoités. Mais lorsque la route de la soie tombe aux mains des Turcs, ce commerce lucratif est remis en cause et la richesse des souverains menacée. Isabelle, reine d'Espagne, doit trouver de nouvelles voies pour commercer avec l'Orient. Dejadlo pasar. Elle a un plan. Isabelle est la femme la plus puissante d'Europe, un continent qui commence à se libérer du carcan du Moyen-Âge. Depuis des siècles, on y construit des villes et des châteaux, symboles du pouvoir. Dans leur lutte pour l'hégémonie, rois et papes lèvent d'immenses armées. Nulle part au monde, la rivalité et la compétition entre les souverains ne sont aussi rudes qu'en Europe. Assoiffés de terre et de richesses, les Européens veulent repousser leurs frontières et portent leur regard vers l'horizon. Ils ne se doutent pas encore qu'au-delà de leur monde, il en existe un autre. Sur les rives de l'Amazone vivent des milliers de personnes, regroupées dans des centaines de villages. Dans les Andes se trouve le plus grand empire d'Amérique, dirigé par des rois divinisés. L'Amérique centrale est la région la plus densément peuplée au monde. Plus au nord, sur la côte atlantique, les villages se succèdent au cœur d'une terre fertile. Sur les bords du Mississippi, les autochtones ont bâti des pyramides monumentales. Le Nouveau Monde est en réalité un monde très ancien, peuplé de chasseurs et de cueilleurs, de pêcheurs et de paysans, d'esclaves, de soldats et de rois. Ici, en Amérique du Nord, entre d'immenses forêts, s'étend l'une des régions les plus fertiles du continent, le Mississippi.
Jusqu'au XIIe siècle, des hommes et des femmes vécurent sur les rives du fleuve, du Canada jusqu'au golfe du Mexique. Ils y bâtirent des maisons en bois et en torchis et des tumulus en terre. Longtemps, on a cru que ces monticules étaient d'origine naturelle, formés par des glaciers. Mais aujourd'hui, on sait qu'il s'agit de vestiges de la culture mississippienne, les ruines de Cahokia. Cahokia était le centre religieux et la métropole commerciale de cette civilisation. De nos jours, personne ne connaît son ancien nom ni sa langue. Mais on sait pourquoi ces autochtones d'Amérique ont été aussi prospères. L'agriculture était le fondement de leur civilisation. Ils ont pu se sédentariser parce qu'ils ont appris à cultiver la terre. Désormais, des récoltes régulières assureront leur subsistance. Ils cultivent une céréale qui ne pousse alors qu'en Amérique. Le maïs est le pain quotidien d'une population en augmentation constante. En Europe, en Asie et en Afrique, cette plante est totalement inconnue. Mais le maïs des Indiens n'est pas un don de la nature, ni un cadeau des dieux. C'est le résultat de ce qui fut peut-être la première expérience génétique de l'histoire humaine. En Amérique du Nord, l'aliment de base était le maïs. Il y a 6000 ans, ces épis étaient à peu près gros comme le pouce et on pouvait à peine les consommer. Il a fallu des milliers d'années pour créer une plante hybride plus grande et plus nutritive qui pousse dans des régions plus tempérées. Le maïs n'est arrivé dans la vallée du Mississippi il n'y a qu'un peu plus de 1000 ans. C'est à partir de cette petite plante sauvage mexicaine, appelée théocinthe, que les hommes ont développé le maïs aux énormes épis que l'on connaît aujourd'hui. Le maïs est une clé pour comprendre les sociétés amérindiennes. Là où il pousse, de grandes civilisations voient le jour. Cependant, le maïs ne peut pas croître là où fleurit la plus grande de toutes les civilisations. Là-haut, dans les Andes. L'Empire Inca s'étend sur toute la côte occidentale d'Amérique du Sud. Il compte 6 millions de sujets. Les Incas érigent villes et palais au sommet des montagnes. Ils construisent leurs édifices à la seule force de leurs bras, car ils ne connaissent pas la roue et n'ont pas de bêtes de somme. Leur avancée culturelle leur permet de créer une autre plante hybride. On associe encore les Incas à leur or et à leur parure, mais leur véritable trésor est tout autre. C'est ici, au bord du lac Titicaca, entre le Pérou et la Bolivie, que la pomme de terre a été cultivée pour la première fois il y a 8000 ans. Ce qui deviendra plus tard un aliment de base en Europe est une invention amérindienne, un croisement de plantes sauvages, parfois toxiques. Bien avant l'arrivée de colons, les Incas cultivent des centaines de variétés de pommes de terre. Dans certaines villes, on en récolte jusqu'à 30 000 tonnes par an. Une fois ramassés, les tubercules sont conservés grâce à une sorte de lyophilisation. On les laisse geler durant les nuits glaciales. Le jour, on les fait sécher au soleil. Et on les foule aux pieds pour en éliminer le reste d'eau.
Les Incas appellent le produit obtenu chuño. Il se conserve 10 ans. C'est la meilleure assurance contre les mauvaises récoltes. Dans les montagnes escarpées des Andes, les paysans aménagent des champs en terrasses. Non seulement ils empêchent ainsi l'érosion du sol, mais les terrasses offrent un meilleur ensoleillement que les versants abrupts et permettent de cultiver la terre dans des régions très élevées, à plus de 4000 mètres. Et tout cela sans charrue, à l'aide d'outils en bois et à la main. En Amérique, on cultive maïs et pommes de terre pour une population estimée à 100 millions d'habitants. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, vivent également près de 100 millions de personnes. On y cultive d'autres plantes, avec d'autres méthodes. Le vieux monde arrive à nourrir le même nombre d'habitants sur une surface 10 fois moindre. Les Européens se nourrissent de pain et de brouet, tous deux à base de céréales. Ils ont une méthode de culture efficace, l'assolement triennal. Sur un premier champ, ils sèment des céréales d'été. Sur le deuxième, des céréales d'hiver. Et ils laissent le troisième en jachère pour qu'il se régénère. Le vent et l'eau fournissent l'énergie nécessaire à la transformation de leur récolte. Le blé, le seigle, l'orge et l'avoine sont les aliments de base du vieux monde. Mais les succès de l'agriculture européenne ne s'expliquent pas seulement par l'assolement triennal. Il y a deux grandes différences. Tout d'abord, l'agriculture européenne repose sur les céréales, blé, seigle, etc., et l'agriculture amérindienne sur le maïs. Mais il y a une autre différence, qui est à mes yeux encore plus importante. L'agriculture européenne associe culture du sol et élevage, ce qui n'est pas le cas de l'agriculture amérindienne. Et grâce à cette combinaison, notre agriculture possédait des avantages essentiels sur le plan écologique. D'abord, les champs étaient sans cesse fertilisés par le bétail. Ensuite, et c'est peut-être encore plus important, l'agriculture possédait des réserves écologiques, parce qu'il fallait toujours disposer de pâturage pour le bétail. Les animaux domestiqués sont déterminants dans le succès de l'ancien monde. On ne les trouve qu'ici. Le cheval est utilisé comme bête de somme et de sel. Les bovins fournissent lait, viande et cuir. De plus, ils tirent charrues et charrettes. Mais la principale source de viande et de cuir est le porc domestique. Les moutons n'ont pas besoin d'étable et se procurent eux-mêmes leur nourriture. Leur laine réchauffe les hommes, leur lait permet de fabriquer du fromage. Peu exigeant, l'âne est la bête de somme et de sel des gens modestes. Les Européens ont élevé des races de plus en plus productives pour répondre à leurs besoins. Mais aucun de ces animaux ne se trouve sur le continent américain. Pour les paysans des Andes, le lama constitue la principale source de viande.
C'est leur seul animal de rapport. Le lama fournit également de l'engrais pour le sol et du cuir pour les hommes. Mais il ne se traite pas, ne se monte pas et ne tire pas de charrue. Contrairement au cheval, il n'est pas utile au combat, ni approprié au long voyage. Sa laine, en revanche, est particulièrement précieuse sous le climat froid des Andes. Elle est plus légère, plus épaisse et bien plus chaude que celle du mouton européen. Les Incas tondent leurs troupeaux avec des couteaux en bronze. Outre le lama, on ne trouve qu'un seul animal domestiqué dans l'Amérique précolombienne. Le dindon, lui aussi inconnu en Europe. Pour les Aztèques, il est d'une telle importance qu'ils vont jusqu'à lui consacrer des cérémonies religieuses. Mais pourquoi y avait-il si peu d'animaux domestiqués en Amérique ? À la fin de la dernière période glaciaire, la mégafaune, c'est-à-dire le bison géant et les grands mammifères, s'est éteinte en Amérique. Il y a probablement deux raisons à cela. D'une part, le climat est devenu beaucoup plus chaud et plus sec, ce qui a détruit la végétation dont ces grands animaux se nourrissaient. D'autre part, leur extinction coïncide avec l'arrivée des premiers chasseurs qui ont traversé le détroit de Bering pour gagner l'Amérique du Nord. Et ces grands animaux étaient très probablement leur gibier favori, parce qu'ils étaient lents et fournissaient beaucoup de viande. Les seuls animaux qui ont survécu sont le bison, le caribou et l'antilope, qui ne peuvent pas être domestiqués. Les espèces animales survivantes ont des ressources en abondance. Et surtout, de l'espace. Des glaciers de l'extrême nord jusqu'à la Terre de Feu au sud, d'immenses troupeaux sillonnent le continent à la recherche de nourriture. Des centaines de milliers d'antilopes. Des millions de caribous. D'innombrables bisons. Ici, pas de terre cultivée par l'homme. L'Amérique du Nord et du Sud sont si faiblement peuplées qu'il aurait été impossible aux hommes de façonner la nature, comme en Europe. Tous ces animaux ne peuvent pas être domestiqués, mais ils sont chassés par les nombreuses tribus indiennes d'Amérique du Nord. Algonquins, Iroquois, Mohicans et Powhatan vivent dans des villages le long de la côte atlantique. Ils sont cultivateurs et chasseurs. Ils couvrent leurs besoins en viande grâce au gibier des forêts avoisinantes. Plus à l'ouest, des tribus indiennes nomades, les Sioux, les Cheyennes, les Blackfoot et les Comanches, vivent de la chasse et de la cueillette. Ils ont mis au point une méthode de chasse tout à fait particulière. Ils mettent le feu à leur vaste territoire, les Grandes Plaines. Avec ces prairies à perte de vue,
Cette région s'étend sur plus de 20 millions de kilomètres carrés, du Canada jusqu'au sud du Texas. Les terres brûlées se régénèrent rapidement. Là où les broussailles foisonnaient, l'herbe peut désormais pousser. Ces nouveaux pâturages luxuriants attirent les herbivores qui font alors une proie facile pour les Indiens. En 1492, l'Amérique n'était pas une terre vierge. C'est un mythe romantique. C'était une terre transformée par l'homme. Les autochtones brûlaient les forêts et les prairies pour attirer le gibier. Les Indiens des Grandes Plaines peuvent ainsi s'approcher très facilement du plus grand et du plus dangereux des mammifères américains. Le bison est l'animal le plus important pour l'homme. Il lui fournit viande, cuir et peau pour les vêtements et les tentes. Ses os servent à la fabrication d'outils. Millions de bisons sillonnent le continent avant l'arrivée de Christophe Colomb. Depuis le Montana au nord jusqu'au Texas au sud, la terre tremble sous leurs sabots. La gestion des pâturages par les Indiens les entraîne vers de nouvelles terres, de plus en plus loin de leur habitat d'origine. Dans l'Amérique précolombienne, les hommes chassent à pied. Ils se camouflent avec des peaux pour échapper à la vue et à l'odorat de leur proie. Ils sont munis d'armes en cuir, en os et en bois. La chasse est une activité vitale dans le Nouveau Monde. En Europe, en revanche, c'est un plaisir réservé à une classe privilégiée, la noblesse. On chasse pour la gloire et l'honneur. Les Européens connaissent depuis longtemps les armes à feu. Cependant, pour abattre le gibier, ils utilisent des armes plus chevaleresques. Lances, arcs et flèches. La chasse est avant tout un rituel où les nobles mettent à l'épreuve leur bravoure. Servir du gibier à table est synonyme de luxe et de prestige. La chasse est interdite aux classes inférieures. Le braconnage est passible de mort. Aussi, les gens modestes ont-ils besoin d'une autre source de protéines animales. Ils la trouvent dans les innombrables lacs, ruisseaux et rivières aux eaux limpides. Le poisson est un aliment bon marché, accessible à tous, y compris aux plus pauvres. Le christianisme en favorise la consommation. Plus de 100 jours par an, il est interdit de manger de la viande. C'est pourquoi la demande de poisson est en constante augmentation. Mais un problème ne tarde pas à surgir. Cette ressource apparemment inépuisable menace de se tarir. Pourquoi les stocks de poissons disparaissent-ils?
Quand on a commencé à cultiver des céréales et à défricher les forêts, d'importantes quantités de sédiments se sont déversés dans les rivières et les fleuves. L'eau, qui était limpide et s'écoulait rapidement, est devenue trouble et son débit s'est ralenti. Les poissons d'eau douce ont vu leur habitat naturel se dégrader. En particulier les espèces migratrices qui quittaient la mer pour frayer en eau douce, comme le saumon et l'esturgeon. Ces poissons étaient confrontés à un autre problème. Les hommes ont construit des barrages, ce qui bloquait leur route de migration. Et les stocks de poissons ont diminué. Les eaux continentales polluées ne peuvent plus couvrir les besoins en poissons. Les hommes se tournent alors vers la pêche en haute mer. Dans les océans, le poisson abonde toujours. C'est le début d'une pêche intensive. Ce sont surtout les cabillots et les harengs qui se prennent dans les mailles des filets. Les prises sont vendues dans toute l'Europe. Ainsi, des milliers de tonnes de poissons de mer séchés sont transportés chaque année entre la Norvège et la Grande-Bretagne. La survie de nombreux pêcheurs d'eau douce est déjà sérieusement menacée quand Christophe Colomb entreprend son voyage. Peu à peu, une catastrophe écologique s'amorce. La situation est tout autre en Amérique. Lacs, ruisseaux et rivières regorgent de nourriture. Leurs eaux propres abritent plus de poissons que les hommes ne pourront jamais en manger. Ici, pas d'agriculture, ni de déboisement intensif pour polluer les eaux. Dans ce jardin d'Éden, c'est la profusion. Sur les voies commerciales qui sillonnent le gigantesque continent, le poisson est acheminé des zones de pêche aux régions les plus reculées. Dans les Andes, les Incas sont approvisionnés en poissons frais du Pacifique. Les habitants de Cahokia, sur les rives du Mississippi, commercent avec les peuples côtiers qui vivent à des milliers de kilomètres de là, au bord de l'Atlantique. Ils font venir poissons et fruits de mer. Les océans abritent de nombreuses espèces de poissons et de grands mammifères marins. Lamantins, dauphins, phoques et baleines vivent sur la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Ils se nourrissent de plancton et d'autres animaux marins. Jettent leurs filets, les hommes capturent toutes sortes de poissons et de fruits de mer. Les premiers Européens qui ont foulé le sol américain s'imaginaient dans un pays de cocagne, un continent sans présence humaine. De même, nous croyons que l'Amazonie a toujours été une forêt vierge, un paradis resté préservé de l'homme. Mais c'est un mythe. Il y a quelques décennies, lors de travaux de défrichage,
On a découvert les vestiges d'une civilisation ancienne. Sur un vaste terrain, on a trouvé d'imposantes structures au sol qui témoignent d'une urbanisation étendue et d'activités agricoles. Des dizaines de milliers de personnes vivent dans l'Amazonie précolombienne. Ces peuplades aménagent des jardins pour récolter mangues, papayes, fèves de cacao, dattes et noix. Ils chassent les oiseaux tropicaux et pêchent dans l'Amazone, le fleuve qui abrite le plus grand nombre d'espèces de poissons au monde. Ils parlent des langues diverses et sont organisés en différents systèmes sociaux. Dans la forêt tropicale du Pérou et de la Bolivie actuelle, vivait le peuple des Bénis. Les villages des Bénis sont situés le long des cours d'eau, sur une superficie grande comme 3 fois la Suisse. Ils sont reliés par des canaux, des ponts et des barrages. Cette tribu augmente sa surface arable en brûlant régulièrement des pans entiers de la forêt tropicale. Dans cette région, aujourd'hui dépeuplée, une grande civilisation fleurissait il y a 500 ans. Plus au nord, au Nouveau-Mexique. Ici aussi, la terre est inhabitée. C'est l'une des zones les plus arides du continent. Le canyon Chaco. Ici, il n'y a ni eau, ni végétation, ni animaux. Mais il fut une époque où la situation était bien différente, où une civilisation prospérait en tirant le meilleur parti de ses ressources naturelles. Pourtant, elle disparut. Il y a plusieurs centaines d'années, le canyon Chaco était vert et fertile. Broussailles et forêts clairsemées recouvraient le sol aride et rocailleux. Cette terre était le royaume des Anasazi. Au 8e siècle, ils bâtirent les premières maisons à étages d'Amérique du Nord. Un bâtiment comme celui-ci comportait plus de 800 pièces et abritait plus de 1000 personnes. Pour sa construction, on utilisa de nombreux troncs d'arbres, acheminés sur place à la seule force des bras. Certes, le peuple des Anasazi n'a pas laissé de traces écrites, témoignant de son apogée et de son déclin. Mais des spécialistes peuvent reconstituer l'histoire de cette civilisation en comptant les cernes des arbres et en observant à la loupe des nids de rats. Nathan English de l'Université d'Arizona passe beaucoup de temps à chercher des nids anciens. Nous aimerions en savoir plus sur le mode de vie des Anasazi dans le canyon Chaco. Et pour cela, il existe différentes méthodes. On peut avoir recours à l'archéologie traditionnelle en fouillant des ruines. Mais on peut également observer l'environnement dans lequel les Anasazi vivaient. Et dans ce cas, on analyse des nids de rats. Chaque nid est comme un instantané, une photographie de l'environnement. Et dans certains endroits, ces nids ont jusqu'à 40 000 ans. Le rat construit un nid. Il urine dedans et comme il ne s'hydrate qu'en mangeant des plantes, son urine est très épaisse et visqueuse. L'urine s'infiltre dans les excréments et se solidifie, un peu comme l'ambre. Pour construire son nid, le rat ramasse des plantes autour de lui, des débris de céramique, voire parfois des graines de potiron. Tous ces macrofossiles sont incorporés au nid. Donc après avoir ramassé les nids de rats, on examine les macrofossiles qu'ils contiennent
pour connaître l'environnement dans un lieu et à un moment donné. À l'époque des Anasazi, genièvre et pin parasol poussaient dans le canyon Chaco. Qu'est-il advenu de cette végétation? Pour les habitants de la région, le bois était le principal matériau de construction et la seule source d'énergie. Mais quand on abat trop d'arbres, le sol s'érode. Des torrents furieux sont alimentés par de violentes averses. Ils s'enfoncent de plus en plus dans le sol et l'eau ne parvient plus jusqu'aux surfaces arables. Par conséquent, les champs s'assèchent. L'année 1130 fut l'année la plus sèche dans cette région. Des spécialistes de la datation l'ont établi après avoir examiné le bois de construction des ruines des Anasazi. Ils ont fait une autre découverte surprenante en analysant du vieux bois. 1130 est aussi l'année où les Anasazi ont abattu le dernier arbre pour la construction d'une ville. Une fois leur forêt défrichée et leurs champs asséchés, ils quittent le canyon Chaco. Une civilisation qui s'est bâtie à l'aide de la hache de pierre a déséquilibré la nature et provoqué une catastrophe écologique. Les Anasazi laisseront derrière eux un désert aride et inhospitalier. C'est un des grands mythes de notre époque de croire que les Indiens ont toujours vécu en harmonie avec la nature. En Europe aussi, les hommes défrichent sans scrupule leurs forêts. En constante augmentation, la population a besoin de nourriture et d'espace pour son agriculture. De plus, les Européens ont impérativement besoin de bois. Ils ont l'énergie, les outils et les moyens de transport pour en acheminer de grandes quantités jusqu'à une destination lointaine. Seul le bois permet aux Européens de continuer leur expansion. Il joue un rôle clé à l'époque de Christophe Colomb. Quand on y réfléchit, le Moyen-Âge a été l'âge du bois. Il était omniprésent. Il était le principal matériau de construction, la principale matière première et le seul combustible. On n'avait pas encore de charbon. Le Moyen-Âge est une époque d'affrontements sanglants. On se fait inlassablement la guerre. Les armées que les princes lèvent sont munies d'arcs et de flèches en bois. Pour fabriquer les armes en métal, les armures des chevaliers et les fers à cheval, les fourneaux tournent jour et nuit. Les énormes quantités d'énergie requises sont produites à partir du bois. Des forêts entières sont sacrifiées pour faire la guerre. Mais les Européens utilisent aussi le bois pour d'autres entreprises. La construction de grands édifices. Certes, ceux-ci sont en pierre, mais ils engloutissent des millions de troncs d'arbres pour les fondations, les échafaudages et les outils. Mais à qui appartenaient les forêts et qui en tirait profit?
Au Moyen Âge, il n'était pas encore clairement établi à qui appartenait la forêt. Et il n'est pas étonnant que tous les grands combats sociaux aient eu lieu en forêt, à ses abords ou dans ses environs. La noblesse, les propriétaires terriens, s'intéressaient avant tout à la forêt pour la chasse. Pour les paysans, la forêt était vitale. Ils en avaient besoin pour faire paître leurs bêtes et pour bien d'autres usages. La bataille du bois est remportée par ceux qui peuvent en payer le prix, les nobles et les marchands. Les plus riches et les plus puissants d'entre eux vivent dans les villes portuaires de la Méditerranée, comme Venise. La cité des Doges repose littéralement sur le bois. Les somptueux édifices de la Renaissance sont construits sur des pieux enfoncés dans le sol. Mais derrière ces belles façades, l'avidité règne. On ne pense qu'au commerce et au profit. Les biens qui ont fait la richesse de Venise sont importés de la lointaine Asie, sur des bateaux en bois. Les Vénitiens ont défriché des forêts entières pour construire leur flotte. Leurs besoins sont immenses. Ils ne s'arrêtent même pas aux Alpes, pourtant difficiles d'accès. Le pin est utilisé pour les mâts, le mélèze pour le bordage, le noyer pour les rames et le chêne pour la membrure. Pour réaliser leurs projets, ils déboisent l'Europe, depuis l'Adriatique jusqu'à la Baltique. Durant les décennies qui précèdent l'épopée de Christophe Colomb, les Européens épuisent largement leurs ressources naturelles. Ils vivent sur un continent où il y a peu de poissons dans les cours d'eau et de moins en moins de bois dans les forêts. Un continent peuplé d'hommes qui rêvent d'ailleurs. Nulle part, les rivalités entre princes et rois, l'ardeur religieuse, la curiosité, la vanité et l'appât du gain ne sont aussi vifs qu'en Europe. On invente l'imprimerie, ce qui permet d'alphabétiser une part croissante de la population et de répandre des idées novatrices sur le continent. C'est toute une société qui est prise de cette fièvre de renouveau. Elle porte non seulement son regard sur ses propres dysfonctionnements, mais aussi sur ce qui se cache derrière l'horizon. Soudain, beaucoup se sentent à l'étroit chez eux. C'est l'époque où les rois d'Europe envoient des marins dans de lointaines contrées. Certains tentent de découvrir la voie maritime des Indes en contournant l'Afrique. Mais l'un d'eux veut mettre le cap sur l'ouest pour atteindre l'Orient. C'est un marin de Gênes qui a la folle idée de gagner les Indes par la route du Ponant. Christophe Colomb passe 5 ans à chercher des fonds pour son voyage. Depuis sa victoire sur les Maures, Isabelle de Castille est reine de l'Espagne unifiée. Avec elle, le navigateur trouve enfin une alliée. La couronne espagnole a tout à gagner dans cette entreprise. Équiper 3 navires ne coûte pas très cher. Et les gains potentiels sont considérables. Des richesses, des voies commerciales, des sujets et des terres. Au début, personne ne veut s'embarquer dans l'aventure. Mais on finit par rassembler un équipage de 87 hommes. Des analphabètes, des soldats au chômage, des porchers, voire des meurtriers qui préfèrent ce voyage dans l'inconnu à la mort derrière des barreaux. Ces hommes n'ont rien à perdre. Dans la Nouvelle-Espagne, il n'y a plus de place pour eux. Avec sa cohorte de desperados, Christophe Colomb quitte le port de Séville. Nous sommes à l'été 1492.
Christophe Colomb a promis à la reine Isabelle et à ses hommes d'arriver en Inde en 6 semaines. Mais la traversée dure bien plus longtemps que prévu. Peut-on atteindre les Indes par cette route? Les longues périodes de calme plat, la chaleur et le doute accablent l'équipage. Les 6 semaines deviennent 3 longs mois. Christophe Colomb écrit dans son journal de bord: Mes hommes se plaignaient de la longueur du voyage qui leur paraissait insupportable. Mais je savais les réconforter. Je leur rappelais les profits qui les attendaient prochainement. J'ajoutais qu'il serait vain de protester parce que j'étais décidé à gagner les Indes et à poursuivre le voyage jusqu'à parvenir à destination, avec l'aide de Dieu. Enfin, ils aperçoivent la terre. Nous sommes le 12 octobre 1492, un jour dont on se souviendra. Christophe Colomb découvre l'Amérique. Je ne voyais ni mouton, ni chèvre, ni aucun autre animal. Mais ce que j'aperçus était aussi différent de notre monde que le jour et la nuit. Les plantes, les rochers, tout ce que je voyais était différent. Christophe Colomb et son équipage sont convaincus que ce lieu paradisiaque se trouve sur les côtes indiennes. Les hommes sont épuisés, mais reconnaissants. Ils ont survécu à leur long périple et trouvé une terre pour la couronne d'Espagne, au nom de Dieu. Mais où sont-ils exactement? Où sont les villes et les ports indiens qu'ils pensaient découvrir? Où sont les marchands et leurs précieuses denrées? Christophe Colomb donne à cette île des Antilles le nom de San Salvador, d'après Jésus, le Sauveur. Le navigateur et son équipage appellent Indiens les hommes qu'ils y rencontrent, terme qui désigne les nombreux autochtones du continent américain et qui restera dans les manuels d'histoire. Christophe Colomb ne verra jamais les véritables Indes, ni leurs habitants. Jusqu'à sa mort, il demeurera persuadé d'avoir trouvé la route maritime des Indes. Jamais il ne saura que sa découverte est bien plus importante et qu'elle changera le cours de l'histoire mondiale. San Salvador n'est pas l'Inde, c'est la porte du Nouveau Monde. En Espagne, Isabelle attend depuis des mois des nouvelles de ses sujets. À son retour en 1493, Christophe Colomb raconte sa découverte dans une lettre adressée à la cour d'Espagne.
Sur quelques feuillets, il parle d'une île très éloignée de l'Europe, d'un merveilleux paradis et d'or en abondance. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Chevaliers, pèlerins et commerçants la colportent dans tout le pays. La lettre de Christophe Colomb est traduite en latin, français, allemand et italien. Et en quelques semaines, elle est distribuée par dizaines de milliers d'exemplaires. L'Europe a son best-seller. Un ouvrage qui attise les convoitises. Les régions arides d'Espagne poussent de nombreux hommes vers les ports de la péninsule ibérique, à la recherche d'une place sur un navire. On ne cherche pas que des marins, tout le monde peut embarquer. Sur ces terres étrangères, même un porcher peut devenir un hidalgo, un noble. Ces parias de la société n'ont rien à perdre. Ce sont des hommes désespérés qui ne connaissent que le combat. Ils rêvent d'or et d'honneur dans les Indes lointaines. Ils sont prêts à s'emparer des terres et à soumettre des hommes pour leur roi et leur dieu. C'est le début de la conquête de l'Amérique. C'est ainsi qu'en 1493, 17 vaisseaux et plus de 1000 Espagnols débarquent dans le Nouveau Monde. D'une avidité sans borne, ils sont équipés d'armes et se déplacent avec un animal qui n'existe pas encore en Amérique. Sans chevaux, les Espagnols ne seraient jamais parvenus à faire disparaître des empires entiers en quelques années. En peu de temps, l'empire Inca tombe aux mains de Pizarro. Les Aztèques d'Amérique centrale sont asservis par Cortés. À l'arrivée de Christophe Colomb, des millions de personnes vivaient dans des cités florissantes. Les Espagnols en font des déserts. Là où autrefois on labourait la terre, poussent à présent des mauvaises herbes. Les Espagnols s'aventurent toujours plus loin à cheval. Cet animal de sel, originaire de l'Ancien Monde, se répand très vite sur le nouveau continent. Il y a 10 000 ans, on y trouvait encore des chevaux. Ils ont disparu à la dernière période glaciaire. À présent, ils reviennent. C'est un peu comme si l'Amérique les avait attendus. Car une fois livrés à eux-mêmes, ils redeviennent sauvages. Une nouvelle race voit le jour qui ne tarde pas à conquérir le continent. Le Mustang. De 200 ans après Christophe Colomb, les troupeaux de chevaux atteignent les grandes plaines et les rocheuses. À la fin du XVIIIe siècle, ils parviennent jusqu'au Canada. Plus de 7 millions de Mustangs martèlent le sol américain. Pour les tribus nomades telles que les Blackfoot, les Cheyennes, les Sioux ou les Comanches, ces chevaux sont une bénédiction. Les Mustangs vont profondément changer le mode de vie des Indiens. Chasser, combattre ou parcourir la région sont autant de tâches que ces derniers peuvent désormais accomplir à cheval.
Cet animal venu de l'Ancien Monde devient l'emblème de la culture indienne. Et on ne tarde pas à oublier que le cheval a traversé l'Atlantique. Après avoir conquis l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, les Espagnols remontent vers le nord. À partir de l'embouchure du Mississippi, Hernando de Soto s'aventure dans les terres à la recherche d'or. Lors de leur campagne d'exploration, les conquistadors emportent avec eux du bétail. Les porcs constituent une réserve idéale. À bord, ils prennent peu de place. Sur la terre ferme, ils trouvent seuls leur nourriture. Ils mangent de tout, même sur ce continent étranger. Et ils se reproduisent très vite. Les femelles mettent bas jusqu'à 10 petits par portée, et ce 3 fois par an. Les conquérants les abandonnent sur les îles, comme source permanente de viande fraîche, pour ceux qui leur succéderont, mais aussi au cas où ils reviendraient sur leurs pas. Pour les Européens, les porcs sont une bénédiction. Pour les autochtones, ils représentent une malédiction. En effet, ils ne clôturent pas leurs champs, qui, une fois labourés, sont une tentation permanente pour les porcs européens. On ne sait pas si les Indiens ont combattu les porcs, ni comment. Une chose est sûre, cependant, ils ont dû être en concurrence pour la nourriture avec ces animaux. Non seulement les porcs mangent les racines de plantes sauvages que les Indiens récoltent, mais ils détruisent leurs précieuses semences. En quelques générations seulement, les porcs espagnols redeviennent sauvages. Ces animaux sont plus grands et plus agressifs que leurs ancêtres domestiqués. Ils sont munis de défense. Ce qui a commencé avec quelques bêtes vire au cauchemar pour les autochtones. Lors de son deuxième voyage, en 1493, Christophe Colomb apporte 8 porcs dans les Caraïbes. 20 ans plus tard, ils sont 30 000 à Cuba. En quelques décennies, ils envahissent les Andes, l'Amazonie et l'Amérique du Nord. Mais les Espagnols n'auraient jamais pu conquérir aussi facilement le Nouveau Monde sans un passager clandestin qui peut semer la mort. Quand bien même Européens et Amérindiens n'auraient que des contacts bienveillants. Une épidémie se déclara. Une maladie avec des pustules, de gros bubons recouvrant entièrement le corps, y compris la poitrine, le visage et la tête. Note un missionnaire. Les malades ne pouvaient plus marcher, ni bouger. Ils étaient étendus, inertes sur le sol. Ils ne pouvaient pas changer de position, ni s'étirer, ni se retourner, ni lever la tête. Tous tombèrent malades et la plupart moururent. Beaucoup périrent de la faim et de la soif, car personne n'était en mesure de les soigner.
Sur tout le continent, les autochtones sont victimes de maladies mortelles. Presque tous les indigènes sont morts de la variole. Ainsi, Dieu n'a laissé aucun doute sur la propriété des terres. Écrit un chroniqueur. Aujourd'hui encore, les scientifiques tentent d'identifier les maladies importées de l'Ancien Monde, de reconstituer leur parcours et de dénombrer les victimes. La variole a été introduite accidentellement au XVIe siècle en Amérique. C'est un virus très résistant. Dans les couvertures des malades, il peut survivre et se propager pendant des semaines. De plus, à bord d'un navire transatlantique, il peut se transmettre d'hôte à hôte. Une fois arrivé en Amérique, le virus s'est propagé à des millions de nouveaux hôtes, des personnes qui n'étaient pas immunisées. Ainsi, la variole, tout comme la rougeole et la grippe, a eu un effet dévastateur sur les peuples amérindiens. On ne sait pas exactement combien de personnes sont mortes. Des estimations prudentes parlent de 50% de la population, mais ce serait plutôt 90%, voire plus. La propagation fulgurante des maladies européennes est favorisée par le commerce entre les tribus indiennes. Beaucoup disparaîtront sans avoir jamais vu un Européen. Les virus sont plus rapides que les hommes qui les ont apportés avec eux. Ainsi, conquérants et explorateurs découvrent des régions inhabitées, où personne ne leur fait plus obstacle. Où qu'ils aillent, les Européens trouvent un paradis terrestre vierge de toute trace humaine. C'est du moins ce qu'ils croient. Ici vivent 1000 espèces différentes d'oiseaux et d'animaux forestiers que personne n'a jamais vus, ni ne connaît, sans parler de les nommer. Ni les Grecs anciens, ni aucun autre peuple de ce monde n'ont jamais su ce qu'il y a ici. Témoigne un missionnaire espagnol. On a le sentiment que Dieu a créé ici un autre monde, une autre nature. Pour convaincre leurs compatriotes de la véracité de leurs récits, les voyageurs rapportent en Espagne des animaux et des plantes exotiques. Du maïs, du piment et des courges. Des tomates et des pommes de terre. Mais lors du voyage de retour, un autre passager clandestin est à bord, dont il ne soupçonne pas l'existence. Une bactérie rend malade tous ceux qui entrent en contact avec elle. Elle se propage dans toute l'Europe à partir des ports et de leurs bordels. Elle provoque des douleurs et rend les hommes fous. Elle est particulièrement insidieuse, car elle prend son temps pour tuer ses victimes. On parle de mâle espagnol, de variole française. C'est la syphilis. Beaucoup voient dans cette maladie un fléau infligé par Dieu à l'Europe pécheresse. Ils ne savent pas que cette épidémie vient d'Amérique, le continent sur lequel ils fondent tant d'espoir. Après 1600, de nouvelles vagues de colons continuent de déferler sur l'Amérique.
L'Angleterre supplante l'Espagne et devient la nouvelle grande puissance européenne. Elle réclame sa part du gâteau américain. En 1607, les Anglais fondent leur première colonie. Ils la baptisent Jamestown, en l'honneur de leur roi. Jamestown sera leur nouvelle patrie. Ici, ils veulent réaliser des profits pour les compagnies commerciales de la métropole britannique. La terre qu'ils s'approprient leur paraît bénie. Ils y trouvent des forêts, des fleuves et des lacs qui, visiblement, n'appartiennent à personne. Mais tous les autochtones n'ont pas succombé aux maladies originaires d'Europe. Cette terre n'est pas déserte. C'est celle des Powhatan. 15 000 personnes y vivent en petites communautés. Près de 200 villages se dressent le long des fleuves et des côtes, avec de grandes maisons entourées de champs de maïs et de forêts clairsemées. Ici, il n'y a ni or, ni argent, ni aucun des trésors que les Anglais convoitent. Il n'y a que la terre et ses hommes. Au début, Anglais et Indiens se tiennent à distance. Méfiance et hostilité règnent dans les deux camps. Si les colons restent, c'est parce qu'ils découvrent que ce pays recèle des ressources qui s'avéreront très précieuses à long terme. Les richesses naturelles dont l'Europe a si cruellement besoin se trouvent ici en abondance. Comme les fondateurs de Jamestown, tous les colons qui leur succéderont seront impressionnés par l'exubérance de la nature. Les premiers colons européens qui sont arrivés en Amérique du Nord n'avaient connu chez eux que des eaux brunes et troubles, remplies de sédiments et de déchets. C'est dans cet environnement qu'ils ont grandi. C'est ce qui leur était familier. En arrivant dans le Nouveau Monde, ils ont découvert des eaux cristallines qui laissaient transparaître de la végétation et des poissons en abondance. Et les colons se mettent à décimer ces immenses bancs de poissons. Chaque année, ils exportent des centaines de milliers de cabillots d'Amérique du Nord en Angleterre, au Portugal et en Espagne. Les navires croulent presque sous le poids de leur cargaison. Les colons réalisent d'énormes profits et s'installent définitivement. Il ne faudra que 200 ans pour que les eaux du Nouveau Monde soient victimes à leur tour de la surpêche.
La surpêche peut avoir de nombreuses répercussions sur les stocks de poissons. Elle modifie notamment leur mode de reproduction et leur rythme de croissance. La pêche a tendance à éliminer les individus les plus grands et les plus âgés d'une population, ce qui augmente la pression sélective sur les autres. Les poissons se développent plus lentement. Et ils atteignent leur maturité sexuelle à une taille plus petite et plus tôt dans la vie. Tous ces éléments réduisent la capacité d'une population à se reproduire. Donc, avec le temps, les prises sont moins bonnes et fournissent moins de protéines. Les colons salent leurs prises et les vendent en Europe, où l'on est prêt à payer cher pour ce qu'on ne trouve plus à proximité des côtes. Dès le début, les colons exportent un autre produit vers le vieux monde, une matière première dont il a cruellement besoin. Un habitant de Jamestown note avec enthousiasme: Ici, il y a des forêts à perte de vue. Elles sont si touffues qu'un écureuil peut aller de l'Atlantique jusqu'au Mississippi sans jamais toucher le sol. Ces forêts dont les colons ne peuvent pas mesurer l'étendue semblent n'appartenir à personne. Ils les considèrent comme un cadeau de Dieu. Quand les premiers colons sont arrivés dans le Nouveau Monde, ils ont trouvé des forêts comme ils n'en avaient jamais vues en Europe. D'immenses forêts avec des arbres géants. Lorsqu'ils s'aventuraient dans les terres, ils devaient se battre contre ces forêts. La hache est devenue l'attribut emblématique des Yankees. Mais en même temps, à l'époque, on pouvait gagner beaucoup d'argent en exportant du bois, car en Europe, son prix était très élevé. Et ces deux éléments réunis ont entraîné la plus grande destruction de forêts qui ait jamais eu lieu. Aujourd'hui, sur de nombreuses îles et dans de vastes régions du continent américain, il ne reste plus un seul arbre. Ce pays consomme une quantité inouïe de bois, rien que pour le chauffage. Ici, jour et nuit, les hommes font brûler leur feu et leurs poêles. Dans toutes les pièces, et sûrement la moitié de l'année. Écrit un voyageur européen. C'est justement parce que les ressources naturelles de l'Amérique semblent inépuisables qu'elles sont pillées sans scrupule. Même si aujourd'hui ces trésors émerveillent toujours les touristes, le continent a changé à tout jamais d'aspect. En raison du déboisement et de la surpêche, le Nouveau Monde ne tarde pas à ressembler par endroits au vieux continent que les colons viennent de quitter. De même, les animaux et les plantes qu'ils introduisent mettent la faune et la flore locale en difficulté. Les Européens sont de plus en plus nombreux à quitter un continent devenu trop exigu, à la recherche de terre, de liberté religieuse et politique. En 1620, un autre bateau accoste à Jamestown. Cette fois, il y a même des femmes à bord. Les nouveaux arrivants comptent s'installer définitivement.
l'étranger, ils ne veulent pas renoncer à leur nourriture habituelle. Ainsi, leur navire ressemble à une arche de Noé. Leur bétail et leurs céréales trouvent ici des conditions naturelles satisfaisantes. La charrue des colons est largement supérieure au plantoir des Indiens. Avec les animaux et les outils qu'ils importent, les Européens se lancent dans l'agriculture intensive. C'est le début d'une révolution écologique. Mais les céréales européennes ne sont pas qu'une bénédiction pour la terre. Avec les semences étrangères, des plantes indésirables font leur apparition en Amérique. Les Européens ont introduit en Amérique des céréales comme le blé. Mais dans leur sac de semences, ils ont aussi emporté des graines de mauvaises herbes, de pissenlit et d'autres plantes qui poussent sur tout le continent américain aujourd'hui. Il existe une étroite interaction entre la flore et la faune. La moindre modification a des conséquences imprévisibles et souvent catastrophiques. Là où le bison broutait autrefois, paissent des bœufs. À la grande joie des colons, le bétail se plaît même mieux ici que dans leur ancienne patrie. Mais avec les troupeaux de bœufs et de mustangs, les mauvaises herbes européennes prolifèrent sur le continent. Non seulement le vent charrie les semences dans toutes les directions, mais elles se répandent aussi avec les excréments des animaux. Nombre d'espèces locales sont en voie de disparition. Porcs, moutons, chèvres et bovins envahissent l'Amérique du Nord et du Sud. Les troupeaux de bétail doublent tous les ans. Grâce à leur cheptel, les colons américains sont les hommes les mieux nourris de la planète. La viande est très bon marché. Les peaux et les fourrures sont très prisées et se vendent par ailleurs très bien en Europe. Les colons exploitent la nature du mieux qu'ils peuvent. Ils domestiquent en quelque sorte leur nouvelle terre. Nous avons abattu tous les arbres et transformé la terre en pâturage et en jardin, où légumes et tubercules d'Angleterre poussent maintenant à merveille. Écrit l'un des fondateurs de Jamestown. Les arbres américains d'origine sont remplacés par des espèces européennes. C'est ainsi que pommes, poires, pêches, abricots, cerises, prunes, figues et olives font leur apparition dans le Nouveau Monde. Au début, les colons ne se doutent pas de la chance qu'ils vont avoir. Tous leurs arbres vont pousser et donner des fruits. Et ce, grâce à un petit insecte qui vient lui aussi d'Europe. L'abeille américaine ne féconde que certaines espèces de fleurs. Sa congénère européenne, elle, féconde presque tout ce qu'elle trouve sur son chemin. Importée par des colons anglais pour son miel, elle se répand très rapidement sur tout le continent.
vergers deviennent des plantations destinées à la consommation personnelle, mais aussi au commerce. Aujourd'hui, l'Amérique exporte 5 millions de tonnes de pommes par an. Tout a commencé avec quelques plants européens. C'est le premier aspect de l'échange entre les deux continents. Le transfert de fruits et légumes européens vers le Nouveau Monde. Mais le transfert a lieu aussi dans l'autre sens. Les cuisines du vieux continent ne voient peut-être pas arriver d'animaux du Nouveau Monde, comme le lama ou le bison. Mais en quelques siècles, les légumes américains enrichissent le régime alimentaire européen. Nombre de variétés de légumes qui font partie aujourd'hui de la vie quotidienne sont d'abord cultivées comme plantes d'agrément pour la noblesse et les bourgeois fortunés. Ce n'est qu'au siècle des Lumières qu'on reconnaîtra leur valeur nutritive. Cette racine est fade et farineuse. Elle ne saurait être comptée parmi les aliments agréables. Mais elle fournit un aliment abondant et assez salutaire aux hommes qui ne demandent qu'à se sustenter. On reproche avec raison à la pomme de terre d'être venteuse. Mais qu'est-ce que des vents pour les organes vigoureux des paysans et des manœuvres? Écrit Diderot dans son encyclopédie. Il ne pouvait pas encore se douter du succès qu'aurait la pomme de terre en Europe. Il voyait seulement qu'elle permettait de rassasier de nombreuses bouches. À partir de l'Espagne, la pomme de terre se répand d'abord en Italie, puis en Autriche-Hongrie, et enfin en Hollande, en Bretagne, en Suisse et en Angleterre. En Allemagne, Frédéric le Grand encourage sa culture au XVIIIe siècle. Mais c'est surtout pour les Irlandais que la pomme de terre est une bénédiction des dieux. Il y a pénurie de nourriture sur l'île verte. Le climat et le sol offrent à ce tubercule des Andes des conditions de croissance idéales. Il apporte plus de calories que les céréales et il est d'un meilleur rapport. En Irlande, puis dans les autres pays européens, la population explose dès lors que la pomme de terre devient l'aliment de base. Des villes telles que Berlin deviennent des métropoles grâce à cette plante originaire du Nouveau Monde. Le seul animal domestique d'Amérique qui soit entré dans nos cuisines est le dindon des Aztèques. Alors, pourquoi l'échange colombien était-il pratiquement à sens unique? Pourquoi se faisait-il de l'Europe vers l'Amérique, mis à part quelques exceptions comme la pomme de terre et le mildiou? Pourquoi l'Europe n'a-t-elle pas été envahie de plantes et d'animaux américains? Il est difficile d'expliquer pourquoi un phénomène n'a pas eu lieu. Mais il faut se rappeler que l'invasion écologique en Amérique résultait d'une interaction de maladies, de plantes et d'animaux. L'Europe est restée densément peuplée. Aucune maladie n'a décimé le continent. Et il n'y avait pas non plus de niche écologique que le bétail qui mangeait l'herbe et piétinait le sol aurait pu s'accaparer. Voilà pourquoi l'échange colombien a été en grande partie unilatéral.
Ceux qui en ont les moyens ne se contentent pas d'aliments de base importés du Nouveau Monde. Ils veulent avant tout profiter de la vie, fumer du tabac pour se détendre ou adoucir leur boisson avec du sucre. Les Européens découvrent le tabac en Amérique. Ils prennent vite goût à la drogue des autochtones. Bientôt, ils en cultivent dans d'immenses plantations et en exportent en quantité toujours croissante vers l'Europe. Le même phénomène se produit avec la canne à sucre. Les monocultures ne tardent pas à s'inscrire durablement dans les paysages du nouveau continent. Ces plantations requièrent un travail intensif. On fait venir en Amérique les premiers esclaves noirs d'Afrique. Du fait des maladies et du dépeuplement rapide de l'Amérique, les Européens manquaient de main-d'œuvre pour exploiter les ressources du Nouveau Monde. Les Portugais, puis les Hollandais et enfin les Anglais ont donc fait venir des esclaves d'Afrique occidentale pour cultiver de la canne à sucre dans les Caraïbes et au Brésil, du tabac en Virginie, du riz en Caroline du Sud et au XIXe siècle, du coton dans les États du Sud de l'Amérique. Il n'est pas exagéré de dire que le produit du travail des esclaves a été essentiel pour les exportations américaines. Vers 1800, la métamorphose de l'Amérique est déjà bien avancée. Comme il n'y a plus de terre à coloniser à l'est, on se tourne vers l'ouest. Les pionniers repoussent les frontières de la civilisation européenne toujours plus à l'ouest. Au prix de grandes privations, ces hommes vont accomplir ce qui a été entrepris à l'Est quelques siècles plus tôt. Durant la conquête du Nouveau Monde, 90% des autochtones sont morts pour de multiples raisons. Les Européens ont pris leur place en tant que conquistadors, colons ou pionniers. Des millions d'hommes et de femmes ont été amenés ici de force, en tant qu'esclaves. Mais les animaux et les plantes du Vieux Monde ont fait de l'Amérique ce qu'elle est. Aujourd'hui, dans nos villes de béton, d'acier et de verre, nous sommes tellement coupés de la nature qu'il nous est difficile de prendre la mesure du clash des continents. Mais en y regardant de plus près, ces cités modernes et leurs habitants sont non seulement un héritage de leurs ancêtres, mais aussi et surtout un héritage de la nature. Certains sont venus en Amérique pour gagner de l'argent, d'autres pour la liberté religieuse, d'autres encore sont venus contre leur gré en tant qu'esclaves. Mais tous n'ont pu s'établir en Amérique que par un hasard de la nature. Les microbes, les plantes et les animaux qu'ils ont apportés avec eux leur ont donné un avantage sur les populations qui étaient déjà là. L'héritage de l'échange colombien est donc avant tout biologique.
et il continuera à se transmettre dans le futur. Tout a commencé voici un peu plus de 500 ans. Christophe Colomb avait un rêve, trouver les Indes. Et finalement, il a découvert l'Amérique. La semaine prochaine, nous voguerons à nouveau vers l'Amérique, mais celle des Indiens cette fois. Et dans un instant, découvrez les aventures de Sally Lockhart à déguster comme un bonbon anglais.